Et notre invité ce matin est Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Philippe Amouyel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. On débute bien sûr avec les annonces de Jean Castex hier soir. On va parler de la campagne de vaccination et ce qu'a dit Olivier Véran lors de cette conférence de presse gouvernementale dans un instant. Mais d'abord, évidemment, Philippe Amouyel, j'ai envie de vous entendre sur ce couvre-feu. Ça y est, c'est officiel, on s'y attendait un peu. Il est étendu à 18h partout en France. La mesure entre en vigueur demain soir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose alors que le nombre de contaminations, il faut rappeler, reste très élevé avec encore plus de 21 000 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures hier. Alors je crois qu'en effet, toutes les mesures qui ont été annoncées sont plutôt des bonnes mesures qui vont dans un sens de réaction par rapport à ce qui est en train d'arriver. Alors réaction et anticipation. Alors en effet, on était à 21 000 contaminations actuellement, mais je vous rappelle que quand on a déclenché le deuxième confinement, on était à plus de 60 000. Donc pour l'instant, on est sur un plateau qui a l'air de bouger légèrement à la hausse. Donc la mise en œuvre de mesures qui ne sont pas le confinement, mais entre parenthèses qui ressemblent quand même un peu comme un couvre-feu, peut aider à ralentir la circulation du virus, sans trop perturber quand même l'économie et la vie quotidienne des Français. Alors certes, toute la partie qui se situe entre 17h fin du travail et 18h arrivée du couvre-feu va être réduite, mais c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire réduire là où le virus progresse le plus, c'est-à-dire au sein des regroupements familiaux et amicaux. Donc à ce stade, pour vous Philippe Amouyel, pas de confinement. S'il faut mettre en place un confinement, ça sera à partir de quel échelon, au niveau de combien de contaminations? Parce que là, effectivement, le Premier ministre a dit que pendant les fêtes, finalement, le bilan est mieux que prévu. Il a remercié les Français et félicité les Français de s'être bien tenus pendant cette période où on craignait effectivement beaucoup plus de rassemblements, donc une hausse des infections ces jours-ci, ce qui pour l'instant n'a pas l'air d'être le cas. Il n'a quand même pas exclu un reconfinement. S'il doit y avoir un confinement, ce serait vraiment à partir de quel moment, à partir de quel chiffre en quelque sorte? Alors, il y a deux éléments qui vont imposer un confinement. Le premier, c'est en effet l'augmentation des chiffres. Alors, c'est pas tellement la valeur absolue que la vitesse d'augmentation. Si on voit brutalement accélérer, puisque vous savez qu'on a des modèles exponentiels, c'est-à-dire d'accélération brutale à certains moments qui viennent saturer les systèmes de santé. Donc c'est ça qu'il va falloir suivre, et je crois que ce qui est important maintenant, c'est de suivre quotidiennement ces chiffres, mais également d'autres chiffres qui alertent plus précocement, comme la mesure du virus dans les eaux usées. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'autre mesure de surveillance, c'est-à-dire quel est le type de virus qui va diffuser à partir de maintenant en France. Vous savez qu'il y a ce fameux virus anglais, il y a également ce virus sud-africain, et c'est ceux-là qui vont poser question. Donc il faudra savoir si cette accélération est liée au passage de ce virus de type anglais qu'il va falloir stopper. Alors les mesures qui ont été mises en place vont pouvoir servir déjà à le ralentir. Je crois qu'il fallait mettre ces mesures au niveau des frontières, mais également le couvre-feu. Donc ce qu'il faut, c'est surveiller, anticiper et mettre en œuvre la mesure la plus adéquate, parfois malheureusement la plus restrictive. Oui, effectivement, l'OMS qui s'inquiète et va proposer d'ailleurs de nouvelles recommandations concernant ces mutations du virus. Olivier Véran l'a effectivement évoqué, donc on a bien compris avec vous, Philippe Amouyel, que ce sera une donnée à prendre en compte et à suivre si éventuellement, outre ce couvre-feu décrété à partir de demain soir, entre en vigueur à partir de demain soir, il faudrait mettre en place un confinement. J'ai envie aussi de bien sûr parler aussi de cette campagne de vaccination. Alors l'actualité, et suite à cette conférence de presse, c'est donc que dès lundi, la vaccination sera ouverte aux personnes qui présentent une pathologie conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie, et plus de 75 ans hors EHPAD pourront également se faire vacciner, avec 700 centres de vaccination qui vont ouvrir dès lundi. Mais quand même, Philippe Amouyel, tout ça est encore très très lent. On avance vraiment pas à pas, et d'ailleurs le gouvernement a dit qu'il ne vise qu'1 million de personnes vaccinées d'ici la fin du mois. Alors oui, sur la politique de vaccination qui doit être totalement montée en parallèle des mesures restrictives. C'est-à-dire, si vous faites des mesures restrictives, vous allez suspendre la diffusion du virus, mais dès que vous allez lever, le virus va reprendre. Donc il faut utiliser ces mesures restrictives parallèlement à la vaccination la plus rapide et la plus massive possible. Je ne prendrai pas l'exemple d'Israël qui est exemplaire dans ce domaine-là. En revanche, sur le côté français, il y a eu quand même un démarrage qui a été très lent, qui
a un peu changé parce qu'on a ouvert certains axes. On a démarré les phases qui ont été définies par la Haute Autorité de Santé ont un sens, c'est-à-dire qu'elle cherche à réduire les plus vulnérables pour diminuer la charge des services de réanimation. Mais ce que j'attendais, c'est qu'on démarre ces phases simultanément. Et là, on est en train de les ouvrir les unes après les autres parce que probablement le système logistique qui aurait dû être mis en place entre le mois d'octobre et le mois de novembre n'est peut-être pas encore mis en place ou pas encore assez performant et nécessite une montée. Donc ce qu'on peut espérer, c'est cette montée en charge va s'accélérer. On a des vaccins actuellement. Ce serait dommage de ne pas les utiliser le plus vite possible. Néanmoins, Olivier Véran avait annoncé la semaine dernière un allongement possible de la durée entre les 2 injections, alors que, en début de semaine, l'Académie de médecine a recommandé 21 jours entre les 2 injections pour le vaccin Pfizer, 28 jours pour celui de Moderna. Donc, si on venait à allonger la durée entre les 2 injections, finalement, tout cela aussi ne servirait pas à grand-chose. Donc, il faut aussi tenir ce cap, aussi de bien respecter les délais entre les 2 injections et pas d'allonger ce délai. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus avec l'Académie de médecine, c'est-à-dire que quand on donne une autorisation, surtout quand on l'a donnée dans les conditions dans lesquelles ça a été fait extrêmement rapidement, il faut se tenir aux informations qui sont dans les essais thérapeutiques qu'ont mis en place les laboratoires. 3 semaines. Pourquoi est-ce qu'ils étendent ? Parce qu'ils se sont rendus compte que certains sujets avaient eu des décalages et que finalement, ils avaient réussi au bout d'un certain temps à obtenir cette immunité vaccinale. Et peut-être aussi par peur aussi de manquer de vaccins aussi et de doses. Alors, oui, mais là, c'est différent. Si on prend l'exemple de l'Angleterre qui a mis ça en place les premiers, eux, ils font face à une épidémie à 70 000 cas positifs supplémentaires par jour. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de la bloquer par tous les moyens. Donc, couvre-feu total, confinement total au Royaume-Uni, plus vaccination à très haute vitesse pour faire la course contre le virus et diminuer les formes vulnérables. Donc, eux, ce qu'ils espèrent, c'est voilà, on ne fait qu'une seule dose, on va réduire de moitié le risque, c'est ce qui se passe. Vous êtes immunisé à 50%, c'est-à-dire vous avez une chance sur 2 de l'attraper malheureusement. Donc les plus vulnérables, on va diminuer de moitié leur implication. Déjà, c'est un premier élément. Mais c'est une situation de crise et d'urgence dans laquelle la France, pour le moment, n'est pas. Donc je pense qu'il faut continuer à avoir ce protocole de 3 semaines. Et si jamais on avait à faire face à de telles évolutions, on pourrait se reposer la question. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut garder le cap des 3 semaines. Et c'est bien 2 doses qu'il faut pour être totalement immunisé contre la Covid. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a comme données. Oui, c'est ça qu'on a comme données. La première dose, au bout de 15 jours, elle va avoir commencé à faire son effet. Vous allez être protégé à 52%, dit le laboratoire Pfizer. Et les calculs qui ont été faits en Israël à partir des premiers résultats montrent que c'est 50%. Donc voilà, le laboratoire ne s'est pas trompé. Et la deuxième dose qui survient 3 semaines plus tard, dans la semaine ou les 15 jours qui suivent, vous apporte une immunité à 95%, qui là est une immunité exceptionnelle et un système de protection qui nous permettra de terrasser ce virus. La bonne nouvelle peut-être dans cette campagne de vaccination qui a été lente à démarrer et qui, comme vous l'avez dit, semble effectivement là se mettre vraiment en route avec même de plus de 6 millions de personnes jusqu'à 6 millions de personnes qui pourraient être vaccinées dès les prochains jours à partir de la semaine prochaine, c'est que finalement on a le sentiment, vous me dites si je me trompe, mais que ça y est, les Français sont un peu plus convertis au vaccin. Eux qui étaient très réfractaires, très réticents dans certaines enquêtes d'opinion, certains sondages il y a quelques jours, semblent finalement globalement être favorables à une campagne de vaccination. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que de ce point de vue, c'était aussi assez mal embarqué. Alors, oui et non. Alors, c'est une excellente nouvelle, ça c'est sûr. Je pense que la perception qu'on a eue au travers d'un certain nombre de sondages qui disaient que les gens qui voulaient se faire vacciner diminuaient régulièrement est totalement à l'opposé de ce qu'on a observé pour la vaccination contre la grippe en France. Je n'ai jamais vu, depuis que je vaccine contre la grippe, un manque, une pénurie de vaccins. Généralement, on a trop de vaccins, les gens viennent pas. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui sont venus se faire vacciner et donc qui ont pris conscience que ça pouvait avoir un intérêt dans la lutte contre le Covid-19. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui sont allergiques au vaccin au sens psychologique du terme et pas au sens physique du terme, des anti-vax qui de toute façon ne se feront pas vacciner, oui. Mais on ne connaît pas un peu la fréquence dans la population. Supposons qu'ils sont à 10 à 20%, même si on a 44% de gens qui disent je vais me faire vacciner, les autres à mon avis sont des indécis. Je pense qu'ils ont envie de se faire vacciner, mais ils se posent des questions, c'est légitime. Tout ça s'est monté très vite. La communication a quand même pas été totalement cohérente sur ces éléments. Maintenant, ça va mieux. Les gens voient que des médecins se font vacciner. Ce serait bien si aussi des politiques se faisaient vacciner. Ce serait encore, dans l'exemplarité, un élément important. Finalement, en gros, ils se disent, ils nous recommandent
de nous faire vacciner et eux-mêmes se vaccinent. Donc ça vous encline quand même à aller plus vers les vaccins. Et finalement, maintenant qu'on se rend compte qu'il y a cet engouement, c'est en train de démarrer. Et ça, c'est en effet une très bonne nouvelle. Très rapidement, Philippe Amouyel, c'est aujourd'hui dans les écoles qu'il y a le plus de crainte de contamination sur l'ensemble du territoire. C'est dans les écoles que la situation peut être la plus préoccupante? Non. Moi, je ne pense pas. Depuis le début, je dis ça. Le deuxième confinement, quand j'avais fait ma tribune, j'avais dit il faut laisser les écoles ouvertes. Exact. Il faut toujours calculer ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Le risque, c'est la contamination. Donc, il faut mesurer la contamination. Or, les études actuellement dans les écoles sont contradictoires. Il y en a qui vous disent, il y a certaines études allemandes qui ont regardé la fermeture des écoles au fur et à mesure des confinements et des courbes. Ils ont dit, finalement, c'est pas parce qu'on les ferme ou qu'on les ouvre que ça change quelque chose. D'autres vous disent que la circulation chez les enfants dans des modèles de transmission est importante. Pourquoi pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une école, aujourd'hui, il y a des protocoles sanitaires. Et les protocoles sanitaires, ça sert justement à casser la progression de la courbe. Et je pense que dans une école, avec la responsabilité qu'ont les enseignants avec leurs enfants, ils sont extrêmement bien respectés. Autour de l'école, c'est différent, mais à l'intérieur de l'école, on a un sanctuaire. Donc ça, c'est le premier point côté progression-risque. L'autre côté bénéfice, il faut voir que les enfants ne sont pas allés à l'école à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Et c'est un décrochage, une désocialisation, surtout à ces âges où c'est important, qui est majeur. Donc il faut maintenir à l'école parce qu'il y a un gros bénéfice sur le plan social et sur le plan culturel de ces enfants et un risque relativement faible de transmission. Donc la balance bénéfice-risque est en faveur de l'école ouverte. Merci beaucoup Philippe Amouyel. J'ajoute aussi que vous avez effectivement aussi souvent dit à quel point aussi il fallait rouvrir les lieux culturels. Bon, il faudrait qu'on en reparle, mais que ça aussi c'était très important. Avez-vous dit il y a également quelques jours. Merci beaucoup Philippe Amouyel d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille.